L'homme en question d'aujourd'hui est une femme. Oui, une femme, encore. Louise Weiss, 84 ans, et je tiens à souligner son âge parce que vous verrez, il n'est pas évident. Écrivain et journaliste au plus haut niveau, elle a sillonné le monde, elle a été le témoin des plus grands événements, parce qu'elle cherchait partout une réponse, elle posait des questions, enfin, elle cherchait quelque chose. Elle a vu de près tout ce qui a compté pendant une grande période de notre histoire. Elle a vu de près tous les hommes qui ont modelé cette histoire. Elle a vu Trotsky, Lénine, et Clémenceau, et Blum, et Briand, et Mao. Et le président Wilson. Et le président Wilson, et aussi Giraudoux, Valéry, Colette, et Rio, Léon-Paul Fargue. La liste est encore longue. Alors cela, ça représente... Oui, les grands artistes, qui étaient du Noyer de Segonzac, et Vlaminck, et Dufy, qui étaient mes amis. Voilà. Alors, des centaines, ça représente des centaines de milliers de pages écrites, des kilomètres de films, des trésors, des tonnes de souvenirs. Hein? Oui, d'ailleurs, dont j'ai donné la plus grande partie, déjà, tout ce qui était imprimé et illustré, à la Bibliothèque nationale, qui me les a demandé pour ses archives. Et vous venez de publier Tempête sur l'Occident. Et j'allais oublier quelque chose, c'est que vous avez été un pionnier, un précurseur dans la lutte pour l'émancipation féminine. Mais je sais, vous ne voulez pas accorder beaucoup d'importance à cela, je ne sais pas pourquoi. Ah non, c'est très important d'avoir lutté pour le droit des femmes, comme vous le verrez tout à l'heure par des films datant de l'entre-deux-guerres. Bien. Enfin, cette période active de propagande n'a été qu'une petite partie de ma vie et rentre dans le comportement général d'aide et d'apostolat, en même temps que de connaissance du comportement humain, qui a guidé toute mon existence. Bien. Louise Weiss est là ce soir, et bien que l'émission continue de s'appeler L'homme en question, ce ne sera pas une mise en question brutale, musclée, comme nous aimons les faire, parce qu'il n'y a pas de raison dans le fond, et que j'ai préféré inviter Louise Weiss pour, en cette fin d'année, et bientôt le début d'une autre, prendre une leçon d'optimisme, une leçon de courage, une leçon de lucidité, j'ai presque envie de dire une leçon de bonheur. Alors, tout de suite, l'autoportrait de Louise Weiss, 84 ans. C'est pas quand même un peu un défi autant fantastique de planter un cerisier à 80 ans? Je sais qu'on dit. Bâtir passe encore, mais planter à cet âge. J'espère quand même voir les premières cerises. C'est important pour vous, ce jardin? Très important. D'abord, ça rappelle à la réalité. Et puis, les plantes vous parlent. Elles vous disent, j'ai besoin d'un peu plus de soleil. Tu ne m'as pas gâté, donne-moi un peu plus d'eau. Et ici, ce voisinage ne me plaît pas. Et je ne veux pas de chien dans mon voisinage. On apprend beaucoup de son jardin. Les plantes ont presque les mêmes passions que les hommes. Il y a longtemps que vous êtes dans cette maison? Il y a 33 ans, madame. Et vous vous trouvez bien ici? Parfaitement. Puisque j'y suis restée, c'est que je trouve cette maison très agréable. Lucienne, vous ne dites pas la vérité. Vous me l'avez avoué un jour, et vous m'avez dit, si je suis restée si longtemps avec madame, c'est que... Bien sûr. Finalement, madame m'amuse. Elle m'appelle sa douce lionne, dans ses heures d'effusion. Sans quoi, c'est elle qui gouverne. Oh.
Je voudrais savoir quel est votre secret pour avoir cette jeunesse que vous avez aujourd'hui. Comment vous faites pour être comme vous êtes? Il y a un secret. L'on me dit que les vieillards de mon âge souffrent de solitude. Mais moi, je ne souffre pas de solitude parce que je suis en ma propre compagnie, que je trouve excellente. Et puis, on dit encore que les vieillards ne s'intéressent plus à demain. S'intéressent qu'à l'heure présente, qu'à la minute de leur vie immédiate, enfin. Mais non, je continue, comme je vous l'ai dit, toujours têtu, à m'intéresser à l'avenir et aux êtres qui peuplent cet avenir. Alors, je ne sens pas trop la fatigue. Quand je la sens, elle est corrigée par l'intérêt passionné que je porte aux choses, et notamment à la jeunesse, qui d'ailleurs descend l'escalier. Chérie, m'embrasser, votre voix est plus ravissante que jamais. Et je vous remercie de m'en avoir fait cadeau pour Noël. Merci. Oui, mon destin, tel qu'il était inscrit dans le contexte, à la belle époque, puisque je suis née avant 1900, aurait été d'être une mère de famille et une épouse comblée dans un milieu aisé, qui vivait de son travail, mais aussi de ses rentes. Mais rien de tout ça m'a retenu, ne m'a intéressé. J'ai voulu faire mes études, je les ai faites dans un grand esprit théorique d'ailleurs, et poussé dans un certain esprit d'aventure et de pionnier par les femmes admirables qui étaient mes professeurs au lycée. Ces femmes appartenaient à la première génération des agrégés et comptaient bien que leurs élèves iraient plus loin qu'elles dans la revendication de leur droit à être des citoyennes à part entière. Elles n'étaient pas des citoyennes à part entière puisque nous n'avions pas le droit de vote et que le code civil avait besoin d'être amendé. Mais vous avez dû lutter contre votre propre milieu familial. Forcément, il n'était pas du tout dans ces idées-là. Et je dois dire que, ayant mené des études très originales, car comme vous le savez, les lycées de filles, avant la guerre de 14, ne vous donnaient pas le droit, même si on avait fait des études très brillantes, d'entrer à l'université. Alors, je me suis préparée quasi seule, avec quelques leçons de maîtres éminents, à l'agrégation des lettres, que j'ai passé quelques heures avant la déclaration de guerre de 14. Et j'aurais dû entrer dans l'enseignement. Mais une remarque sur une petite rose que j'avais sur le chapeau bleu marine bien modeste, avec lequel je m'étais présentée au concours, m'a éloignée définitivement du professorat. Il me semblait que le président de mon jury, qui s'appelait pompeusement Napoléon Bernardin, n'avait pas le droit de me faire une remarque sarcastique et morale sur la petite rose pompon que je portais à mon chapeau. Alors j'ai claqué les portes au seuil de l'université, je ne suis jamais devenu professeur, et la guerre m'a happé dans son tourbillon. Alors ma destinée a été différente. Je me suis naturellement penchée comme infirmière et comme travailleuse sociale sur toutes les victimes de la guerre, qu'elles fussent françaises ou allemandes d'ailleurs. Et ensuite, imbue
de l'idéologie de la der qui se dégage du livre de Barbus, en pleine guerre, j'ai fondé la revue qui s'appelait L'Europe Nouvelle pour aider à la formation des démocraties dans un continent qui était encore dominé par des régimes impériaux. À cette occasion, j'ai été personnellement présenté au président Wilson, dont les 14 points étaient l'évangile d'une partie de la jeunesse de ma génération. Et je dois dire alors qu'après la guerre, nous avons, avec l'Europe Nouvelle et toute l'équipe qui s'était formée autour de moi, participé comme membre de la presse à, comment dirais-je, à l'information relative au traité de Versailles qui se préparait. Alors j'ai été entraînée à la connaissance de la politique étrangère. Fait exceptionnel, j'ai assisté à la signature du traité de paix de 1919 dans la Galerie des Glaces à Versailles. Et je me rappellerai comme d'un souvenir inoubliable le défilé du 14 juillet 1919 des troupes alliées victorieuses avec Joffre en tête sur son cheval paré pour cette cérémonie. C'était très très émouvant. Après la signature du traité de paix, pour ma génération, se posait un très grand problème. Nous pensions tous à l'organisation du monde de demain, mais à quelle organisation? Allions-nous nous rallier à la Troisième Internationale et à l'idéologie marxiste, ou allions-nous opter pour la société libérale et des États fédérés sous l'égide du libéralisme? Je n'étais pas très au clair avec moi-même sur cette très importante question, et voulant toujours agir en pleine conscience, je me suis rendue en 1921 à Moscou, qui à ce moment-là était dévastée par une famine qui a probablement fait 15 à 20 millions de victimes, où le typhus faisait rage, la France n'avait pas reconnu le régime, j'ai été abritée à la mission tchécoslovaque de rapatriement des armées tchèques perdues en Sibérie. Là, j'y ai trouvé ma pitance au moins. Et puis, je me suis lancée, je ne dirais pas à la conquête du Kremlin, mais à la conquête de la connaissance du Kremlin. Et là, j'ai été reçue très souvent par Trotsky, qui me disait toujours m'avoir accordé son amitié à cause de l'objectivité de mes informations. Il me disait, mais on ne peut pas agir sans des informations exactes et dénuées de tout esprit de propagande. Ensuite, la propagande intervient. Mais pour agir, le faites. Et vous me l'apportez sur l'Europe occidentale. Si bien que je le voyais très souvent, j'ai aussi été en très furtif contact avec Lénine, un jour qu'il assistait à une représentation au Bolchoï. Il m'a invité dans sa loge et il m'a ensuite fait remettre son portrait tenant le flambeau de la Révolution mondiale par un secrétaire qui est venu me l'apporter à cette mission tchèque où j'habitais. En rentrant en France, dénué de tout, quand j'avais laissé à ce pays qui souffrait d'une pénurie inconcevable, j'avais laissé jusqu'à ma chemise, j'avais juste mis ma robe, mon manteau et une paire de souliers. Je n'avais pas de bas, j'avais laissé ma brosse à cheveux, mon morceau de savon là-bas, ravi de le faire et ne déplorant que l'état de pénurie et de maladie et de misère dans lequel j'avais laissé tout ce peuple tellement digne d'intérêt, comme tous les peuples d'ailleurs. Mais j'étais délibérément ralliée à l'idée libérale. Et pendant 15 ou 20 ans,
j'ai soutenu de toutes mes forces, par la publication que je faisais, l'Europe nouvelle, cette idée de l'entente des peuples, le droit primant la force, le verbe étant le maître, l'idée que la paix pouvait ainsi s'installer dans le monde. Un de mes grands patrons était Aristide Briand, qui voulait bien m'accorder sa bienveillante affection et dont j'ai gardé un très très grand souvenir. C'était le visionnaire de la paix. Il faut une vision pour conduire le monde. Cela, c'est une de mes conclusions à la fin de ma vie. Dans le dernier ou un des derniers numéros de l'Europe Nouvelle, j'avais imprimé un titre fulgurant « On ne pactise pas avec Hitler ». Non, on ne pouvait pas pactiser avec le totalitarisme et sa séquelle de camps de concentration et de goulag. Et puis, pour moi, la Société des Nations a fait naufrage lorsque j'ai entendu les délégués qui avaient applaudi Briand 2 ans avant applaudir avec la même hypocrite courtoisie les représentants de Hitler montant à la tribune de Genève. Lorsque j'ai entendu en effet les applaudissements qui saluaient le discours totalitaire de Goebbels, j'ai cassé ma plume de journaliste et de propagandiste de la Société des Nations, du verbe primant la force, et je me suis dit, il faut entrer dans une autre voie. Eh bien, nous allons essayer, ou je vais essayer, de faire de la française, qui est une citoyenne de 2e zone, qui n'est pas une citoyenne de plein droit, qui est majeure pour ses fautes, d'après le code criminel, et mineure pour ses droits politiques, enfin une citoyenne de plein droit. Alors là, ma campagne pour le suffrage, 600 conférences en France, un député battu, le sénateur Jeannet, président du Sénat, mis en ballottage à cause de nos campagnes, beaucoup de réformes, très partielles encore, du Code civil, et vraiment l'idée que si les Françaises devenaient des citoyennes de plein droit, elles pourraient améliorer la politique du pays. À un poste officiel, Madame Louise Weiss préfère l'action. Avec ses militantes, elle manifeste sur le champ de course de Longchamp avant le départ du Grand Prix pour rappeler au gouvernement son devoir. Paris, sous la conduite de Madame Louise Weiss, les militantes du féminisme sont venues place de la Bastille portant des chaînes symboliques dont elles font ensuite un feu de joie. Au cours d'une autre manifestation, une barrière de femmes enchaînées est formée à l'entrée de la rue Royale. Police secours doit intervenir pour rétablir la circulation. Quelques arrestations qui ne seront pas maintenues. Alors là, n'ayant pas voulu prendre une position tout de suite avant la guerre et quitter ma position politique entièrement consacrée à l'obtention de nos droits par le suffrage, pour le suffrage, alors là, je suis rentrée dans la lutte politique, mais la lutte
politique clandestine. Et cette maison que vous voyez, dans laquelle vous me filmez, et qui avait été le centre rayonnant de la culture européenne, par l'éminence des personnalités qui étaient venues me voir, par tous les artistes qui m'entouraient, et dont j'ai gardé les souvenirs. Cette maison a été occupée par les officiers nazis, qui y ont pris leur plaisir, pendant que, fidèle à moi-même, journaliste toujours, sous le nom de Valentine Agent 1410 du groupe Patriam Recuperare, je publiais des journaux clandestins. Et cette en femme émergeant du maquis, que j'ai suivi avec bonheur, le général de Gaulle descendant l'avenue des Champs-Élysées dans un inoubliable halo de gloire en août 1944. En dehors de la politique, qui après tout est une préoccupation subsidiaire pour les femmes, à quoi s'intéressent-elles vraiment de tout cœur, de tout leur être, à l'amour? Eh bien, quand on est vieux et qu'on en a pris son parti, encore qu'il puisse y avoir quelques regrets dans ce parti pris, on n'est plus préoccupé, dévoré par les impératifs de plaire, et de plaire quelquefois à quelqu'un qui s'éloigne de vous. Alors, mon Dieu, la couleur de mon rouge à lèvres, le pli de ma robe, l'apparence que j'aurai demain, ne compte plus pour personne. Si bien que je suis délivrée d'un fardeau écrasant qui pèse sur la jeunesse. Alors, comme prévu, comme promis, pas d'accusateur hargneux ce soir, mais deux témoins concernés, même très concernés, parce que, bon, je présente d'abord Marie-Laure de Decker, reporter photographe à l'agence Gamma, elle est célèbre à cause de ses reportages, surtout sur Madame Claustre, le Vietnam, et Marie-Laure de Decker, qui n'a pas 30 ans, il faut le dire, parcourt le monde avec sa caméra, avec son appareil photographique. Elle est partout où l'actualité est chaude. Pierre Chonu, le professeur Pierre Chonu, Paris-Sorbonne, professeur d'histoire moderne. Oui. Qu'est-ce que c'est que l'histoire moderne? L'histoire moderne à la française, c'est-à-dire c'est déjà de la vieillerie, 16e, 17e, 18e siècle. Alors Pierre Chonu, dont deux des ouvrages principaux sont La mémoire de l'éternité et Le refus de la vie, et surtout le dernier, écrit en collaboration avec Georges Suffert, et qui s'appelle La peste blanche, en sous-titre Comment éviter le suicide de l'Occident. Et là, on retrouve un peu Louis Weiss et sa tempête sur l'Occident. Mais je voudrais d'abord poser une question à Marie-Laure de Decker. Est-ce que vous vous retrouvez un peu dans ce qu'était Louis Weiss à ce moment-là? Est-ce que le courage, la détermination... Courage et détermination, je ne sais pas si vous avez eu la notion d'avoir du courage ou de la détermination. Est-ce que vous aviez cette idée? Non, j'étais emportée par l'idée. Oui. Pas question de me demander si j'aurais chaud, froid, peur. L'idée vous tient lieu de courage. Marie-Laure de Decker est partout avec son appareil où il se passe quelque chose, mais peut-être pas avec le même but que Louis Weiss. Vous, pourquoi y allez-vous? Je pense que c'est pour apporter l'exploit, la photo, ce qu'on appelle le scoop en termes de métier. Ah, pas du tout. Non. Moi, à la différence de Louis Weiss, je n'écris pas. Je n'ai pas fait d'études. J'ai la passion de la photographie et je voyage non pas pour le scoop c'est pas ça qui m'intéresse. Enfin, ce qui m'intéresse c'est l'histoire, qu'est-ce qui se passe, de quoi pouvons-nous être témoins. Voilà. Mais non, il n'y a pas de notion de vouloir apporter un scoop. Non. Oui, mais si vous ne rapportiez pas le scoop, vous ne seriez pas publié. Et quoi qu'encore même quand on le rapporte, vous savez, on n'est quelquefois pas publié, comme c'est le cas pour l'affaire Claustre. Vous, qu'est-ce que vous cherchiez, Louis Weiss? Vous savez, j'ai été menée à très rude école au point de vue journalistique.
J'ai fait d'abord les Champs écrasés, les petites nouvelles, ensuite les nouvelles de Paris, ensuite des reportages, puis de très grands reportages. Et j'ai même travaillé pour les agences, c'est-à-dire au téléphone. Le métier m'a toujours passionné, il mène à tout, à condition d'y rester. Mais comme j'avais beaucoup de philosophie dans l'esprit qui m'avait été inculquée par mes maîtres, que je révère encore par cette Sorbonne que j'ai adorée, j'ai cherché toujours des leçons du comportement humain dans le spectacle du monde que je cherchais, que je regardais. Et j'ai surtout, dans Tempête sur l'Occident, essayé de remonter aux sources de la pensée humaine et aux lois morales qui ont présidé à l'évolution des civilisations. Et c'est là que je demande à Pierre Chaunu si ce message que j'essaye d'exprimer dans Tempête sur l'Occident, au moment où nous nous sentons tous membres d'une civilisation menacée, l'a ému, l'a touché. Ah, énormément. Votre Tempête sur l'Occident est un fantastique voyage philosophique. Vous n'avez pas certainement cherché les points névralgiques, mais il se trouve que vous les avez trouvés, ils vous ont été donnés par surcroît. Vous avez, je crois, essayé d'aller partout aux sources, au point de départ de la grande aventure humaine. Et c'est pourquoi vous partez, à la limite, sur les confins des déserts, et que vous avez retrouvé notre père à tous, Abraham. Abraham m'apparaît peut-être comme le plus grand génie de l'humanité. Pour deux raisons. Premièrement, il a formulé l'idée du Dieu unique, ce qui était une abstraction extraordinaire dans son temps de fétichiste. Et il a donc contribué au progrès de la nation, de l'esprit humain d'une façon incommensurable, enfin fondamentale. Et deuxièmement, il a mis fin au génocide des premiers-nés. Oui. Alors, toutes les femmes pouvaient lui en être reconnaissantes. Et je crois que Abraham reste parmi nous, comme nous domine, par ce progrès de la pensée qu'il a incarné, et par ce progrès du comportement humain, ne se sentant plus, pour servir des dieux fétiches, obligé de se livrer à des génocides contre nature. Nous sommes même quelques-uns à penser, enfin, j'en suis, qu'il a été un peu aidé dans cette tâche. Cet Occident est donc, si j'en crois Pierre Chaunu, si j'en crois Louise Weiss, si je lis, si je comprends bien ce qu'ils écrivent, est menacé, est en danger, et vous tirez tous les deux une sonnette d'alarme. Mais est-ce qu'il est aussi menacé que Louise Weiss le dit et l'écrit? Ah, moi je sais que c'est ennuyeux parce que dans l'émission, je crois qu'il devrait y avoir un combat. Malheureusement, ça va être très difficile de m'opposer à Louise Weiss. Je sens comme elle que vraiment nous sommes très profondément menacés. Je voudrais que vous définissiez ce que vous entendez par la peste blanche qui fait le titre du dernier livre que vous avez écrit. Mais vous savez, je crois dans le fond, n'est-ce pas, votre Tempête sur l'Occident, c'est ce pèlerinage sur ces 30 dernières années, et il est manifestement dominé par le drame de la décolonisation. Et bon, la décolonisation, c'est certainement une chose inévitable, ni vous ni moi, enfin, ne le contestons. Nous pensons simplement que ça s'est passé dans des conditions détestables. C'est-à-dire, en fait, ça s'est passé non pas pour des raisons qui sont propres vraiment au tiers-monde, mais pour des raisons qui sont propres à l'Occident. Et dans une certaine mesure, cette décolonisation est la projection sur le monde de notre drame et de notre maladie. Et à l'heure actuelle, la décolonisation de l'Occident nous revient sur nous. Et nous l'avons causée et elle est un accélérateur. Et pour moi, si vous voulez, elle est un accélérateur au moins sur deux points tout à fait fondamentaux. Elle contribue à nous culpabiliser, c'est-à-dire à nous couper de nos racines, à nous faire perdre notre identité, puisque dans une certaine mesure, notre identité se trouve culpabilisée par l'action que l'on suppose avoir été mauvaise sur une partie du monde. Et alors d'autre part, et c'est alors là peut-être le signe le plus net de la peste blanche, cette culpabilisation nous conduit à l'heure actuelle à un refus panique de la vie.
Moi, j'ai essayé de déculpabiliser la France. C'est pourquoi votre œuvre est absolument fondamentale. Elle a une dimension civique, enfin, au sens le plus large. La paix française a représenté pour des peuples arriérés, primitifs, qui n'auraient peut-être pas survécu à leurs luttes intestines, aux maladies, au climat, vraiment un sauvetage. L'Afrique française a vu décupler sa population en près de 100 ans. Les Français n'étaient donc pas des monstres. Et en ce moment, l'Afrique est en train d'être recolonisée par de grandes puissances qui n'ont certainement pas dans la tête et dans le cœur les principes qui nous faisaient agir. D'ailleurs, quelques chefs noirs en sont très conscients et, je dirais même, désespérés. Il me semble que Madame de Decker, non, ma jeune confrère, n'est-ce pas? Vous la reconnaissez comme confrère, Oh, mais je crois bien, et avec joie. Est-ce que je peux la citer? Dans une interview récemment, elle a dit « C'est une honte d'être blanc ». Alors, est-ce que c'était une boutade, une provocation? Ah, pas du tout. C'est une réalité, bien sûr. Moi, c'est une chose dont je me suis rendu compte, enfin, par moi-même, en voyageant à travers le monde. N'est-ce pas, si vous allez, par exemple, dans les Andes, vous promenez dans les Andes, vous voyez des familles d'Indiens. C'est formidable, les petits-enfants partent en hurlant. Si vous allez au Tchad, par exemple, vous voyez les Toubous, les petits-enfants Toubous, quand ils vous voient et vous êtes blanc, ils partent en hurlant. Bon, et la même chose au Vietnam, en Indochine, la même chose à peu près partout. Je sais bien. Le fait d'être blanc est une catastrophe. Quand j'ai voulu donner des bonbons aux enfants qui m'entouraient, surgissait toujours un dragon pour leur dire attention, ce bonbon est empoisonné. On leur a mis dans la tête que nous étions des monstres blancs. Non, mais nous le sommes. Mais non, pas du tout. Nous leur avons apporté l'école, la route, l'hôpital, la technique forestière, la technique agricole. Mais dont nous nous sommes servis, que nous avons utilisé. C'était pas des cadeaux comme ça. Laissez-moi vous donner un chiffre. Oui. Le revenu général rapporté aux finances françaises par l'Indochine, calculé d'après les investissements qu'elle y avait faits, se chiffre par 1,5% par an. C'est un très mauvais placement. Peut-être la guerre nous a coûté cher aussi, cette guerre d'Indochine nous a coûté cher. Oh, c'était avant l'Indochine, je vous parle du chiffre d'avant la guerre d'Indochine, n'est-ce pas? Nous avons, à mon avis, fait un effort considérable, d'ailleurs les peuples en sont conscients et beaucoup d'entre eux nous regrettent. Vous savez, moi, je trouve que vous êtes naturellement sensible, vous, à l'aspect... Vous êtes culpabilisé par eux. Mais bien sûr, mais non pas par eux, mais par moi-même. Je suis coupable, bien sûr. Mais non, vous ne l'êtes pas du tout. Et lorsque vous entendez une femme noire, dans un colloque international, accuser la France de son statut primitif... C'est une bêtise. C'est une iniquité. Parce que je sais que les instituteurs allaient chercher les petites filles dans leur foyer pour persuader aux parents de les envoyer à l'école. Les parents ne voulaient pas. Il a fallu que nous y mettions une patience et un argent. Car quelquefois, on consentait à les envoyer à condition qu'elles fussent nourries tous les jours, même le dimanche. Alors, je vous en prie, comme je leur dis d'ailleurs, publiquement. Et l'atroce coutume de l'incision. Oui, en face de tous ces dictateurs noirs que nous avons mis en place, qui dirigent actuellement ce que le général de Gaulle a appelé le machin. Vous n'aimez pas le machin? Oh, je n'aime pas le machin. Je l'aime encore moins que la Société des Nations. C'est une Société des Nations qui est encore plus immorale, je dirais, que celle que j'ai quittée dans un accès de chagrin et de colère lorsque j'ai entendu Goebbels faire l'éloge d'Hitler à la tribune de Genève et applaudi par les délégués qui avaient applaudi brillant, comme je l'ai expliqué. Vous appelez le machin, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies, le club des dictateurs. Ah oui, c'est un club des dictateurs, car 150 pays en font partie. Et on a fait un recensement. Parmi ces 150 pays, quelles sont les démocraties? Si on définit la démocratie comme un régime où l'opposition n'est pas en prison ou sous terre, eh bien, parmi ces 150, il y en a 24 qui répondent
au qualificatif de démocratie. Alors moi, je ne me sens pas coupable vis-à-vis de gens qui pratiquent le racisme jusqu'au cannibalisme. Nous ne sommes jamais allés jusque-là. Louise Weiss, si on suggère comme ça que vous avez un peu une nostalgie de l'époque coloniale, qu'est-ce que vous répondez? D'abord, il ne faut pas avoir la nostalgie du passé. Surtout pas. Comme je vous l'ai expliqué, je suis tournée vers l'avenir. Mais je me sens trop fière d'être française pour accepter d'être culpabilisée par des gens qui doivent tout à notre culture. Je crois que Mme Weiss a une très grande unité dans toute sa pensée et dans toute son action. Elle est profondément anticonformiste. Elle est profondément anticonformiste, c'est-à-dire que, si vous voulez, elle n'aime pas hurler avec les loups. Je crois qu'elle a horreur de ça. Et dans le fond, dans une partie de sa vie, remarquez qu'elle a véritablement, elle a toujours été dans une minorité, et dans une minorité oppressée. Quand elle défendait, après 1918, quand elle défendait en France la cause de la SDN, et quand on défendait la politique de Briand, c'est-à-dire finalement une politique de réconciliation, vous savez qu'à ce moment-là, elle avait à ses trousses toute une foule de gens qui expliquaient qu'elle était une mauvaise Française. Bon. Par la suite, quand elle a défendu, si vous voulez, les femmes, à une époque où ça paraissait véritablement ridicule, la Roussie, elle n'a pas choisi le beau rôle. Et elle a choisi le beau rôle, puisque finalement elle a gagné, puisque dans le fond elle était avec sa conscience, mais elle n'avait pas les gens pour l'applaudir. Nous avons vu tout à l'heure un certain nombre d'images tirées des informations de l'époque, qui manifestement étaient ironiques, et qui montraient qu'après tout, n'est-ce pas, cette Madame Louise Weiss, enfin, avait des idées bizarres. Eh bien, quand maintenant, si vous voulez, elle vient nous dire qu'après tout, dans l'œuvre de l'Occident, peut-être le fait-elle avec un peu d'excès, mais ça c'est normal, parce que je crois qu'elle tient là, elle occupe là un créneau qui est difficile à tenir. Elle est conforme, si vous voulez, dans le fond, à son identité profonde. Elle, maintenant, elle a vocation, en quelque sorte, de rectifier. Elle a vocation de redresser le plateau de la balance sur lequel on n'appuie pas suffisamment. Et maintenant, je crois qu'elle nous apprend une chose, c'est qu'après tout, nous avons quand même dans notre passé fait quelque chose, même par rapport aux civilisations non européennes, et qu'après tout, je dois dire que dans une certaine mesure, Madame Weiss, peut-être en dépit de quelques-uns peut-être de ses excès, Madame Weiss me paraît apporter une meilleure défense du tiers-monde que ceux qui systématiquement maintenant le défendent, puisqu'elle reconnaît au moins que ces gens ont aussi la possibilité de se tromper. Alors que remarquez qu'à l'heure actuelle, nos anticolonialistes, après avoir... il y a une certaine attitude, n'est-ce pas, une certaine cohérence dans l'attitude de l'Occident. À une époque, nous avons réclamé tout ce qu'il y avait de bien dans le monde. Et maintenant, nous réclamons pour nous tout ce qu'il y a de mal dans le monde. Et par conséquent, nous continuons finalement à objectiver les gens que nous prétendons aimer. Puisque maintenant, si nous écoutons certains orateurs à la mode, ces gens-là n'auraient même pas été capables de se tromper. Tout le mal qu'ils subissent, c'est nous qui leur aurions commis. Alors c'est excessif. Louise Weiss, revenons un peu sur votre combat pour l'émancipation féminine. Je voudrais d'abord remercier le professeur Chaunou de me comprendre aussi profondément. Alors, je crois savoir qu'il est très intimement et très profondément protestant. Ce qui veut dire quelque chose, surtout pour une Alsacienne. L'Alsacienne que je suis. Nous ne sommes pas conformistes et nous ne croyons pas obligés de partager l'opinion de tous. Je vous citerai des faits d'ailleurs au sujet de ce colonialisme, mais je réponds d'abord à votre Revenons question. Alors à votre combat, puisque vous avez été pionnier pour la lutte pour l'émancipation des femmes. Est-ce que à ce moment-là, vous vous rendiez compte de ce que vous mettiez en mouvement? Oh mais parfaitement. Alors très exactement. Et ce côté comique que vous avez relevé, ce ne sont pas les autres qui me l'ont attribué. C'est moi-même qui l'ai cherché. Parce que, comme vous le savez, ma chère confrère, il faut avant tout intéresser le public. Le public était ennuyé par des mémoires théoriques sur les droits que nous avions d'être des citoyennes de plein droit. Les mémoires s'accumulaient sur les bureaux des ministres par des féministes bien sages qui prenaient le thé en rédigeant leurs petits papiers qui allaient au panier des huissiers des ministères. Alors là, j'ai rencontré les filles de la célèbre Mrs. Pankhurst
qui, comme vous le savez, avait mené le train en Angleterre et avait conquis le droit de vote à force du poignet, et ces filles qui étaient d'accord avec leur mère. C'était une famille curieuse que cette famille Pankhurst. Le mari, les deux filles étaient complètement d'accord avec la lionne qui était la suffragette anglaise de l'époque. Elles m'ont dit, il faut créer la nouvelle. Alors nous l'avons créée en cassant les vitres, en brûlant les boîtes aux lettres et en commettant toutes sortes de délits frisant le crime. En France, il me semblait que c'était une méthode impossible à appliquer. D'abord, en France, les femmes sont heureuses. En général, en Angleterre, c'est moins sûr. Alors je me suis dit, pour avoir le consensus général, soyons drôles, soyons gais, soyons comiques même. On parlera de nous. Et la cause, tous les matins, sera plaidée ou combattue dans la presse. J'ai créé un état d'esprit, avec autant d'esprit et d'humour et de comique que je pouvais. C'était pas toujours facile d'être comique quand on se dispute avec la police. D'après l'extrait, nous avons réussi, nous avions la police avec nous finalement. D'après l'extrait que nous avons vu dans l'autoportrait, j'ai remarqué quelque chose, c'est que contrairement à toutes les manifestantes féministes d'aujourd'hui, vous étiez élégamment habillées toutes. C'était très important. Chapeau, cloche... D'abord, nous avions des chapeaux blancs pour nous reconnaître entre nous, dans la foule, et nous retrouver. C'était un excellent signalement. Et deuxièmement, Mark Twain, le célèbre humoriste anglais, avait dit les suffragettes sont des femmes dont les dents font peur aux plats et aux hommes. Et on avait trop tendance à considérer la suffragette française comme une femme déshéritée, incapable de plaire, et s'imaginant désirer violemment le droit de vote alors qu'elle désirait tout autre chose, selon Mark Twain toujours. Alors nous avons enlevé ce caractère misogyne à la silhouette de la suffragiste, de la suffragette, et nous avons tâché d'être aussi agréable que possible. D'ailleurs, un policier un jour a refusé de m'arrêter en disant à son chef « Elle s'habille chez Molineux, je ne peux pas l'arrêter ». On ne peut pas être contestataire et porter une robe de Molineux. Alors, mais que pensez-vous pas des suffragettes, mais des militantes d'aujourd'hui? Parce que dans le fond, elles font ce que vous faisiez sur d'autres sujets. Pas du tout. Et avec plus de violence, parce que les temps sont plus violents. Elles ne font pas du tout ce que je faisais. Elles ont le droit pour elles. Nous avons conquis le droit pour elles. Elles n'ont qu'à l'aménager. Et si elles se donnaient la peine d'établir vraiment leur dossier et de le plaider auprès des députés, dont elles peuvent être, mais elles n'auraient pas besoin de faire tant de bruit. Rien ne pourrait leur résister. Elles sont la majorité. Ça ne rime à rien de lancer son soutien-gorge en pleine place de l'Opéra à la tête des flics. Ou de déposer une gerbe à la femme du soldat inconnu, encore plus inconnu que son mari. C'est une de leurs manifestations. Oui, mais pour dire quoi? Elles ont leurs droits. Alors, elles peuvent, en suivant la filière républicaine et démocratique de notre régime, obtenir tout ce qu'elles veulent. Marie-Laure de Decker, mais il faut se donner de la peine. Vous avez toussé, c'est pour demander la parole? Non. Je crois que les époques ne changent pas tellement. Et je crois que la lutte des femmes maintenant est aussi justifiée qu'était la vôtre. Nos revendications, enfin la revendication des femmes, qui, bon, à votre époque, c'était le droit de vote, et grâce à votre courage et votre ténacité, on l'a eu, et on vous en remercie. Toutefois, il a fallu... ma génération a dû lutter pour le droit à l'avortement, par exemple, qui était très important. Bon, on l'a obtenu par une lutte. Il y a d'autres droits que nous estimons pouvoir avoir. Simplement, les femmes ne font pas de politique. Par exemple, il n'est pas courant de voir des femmes politiciennes. Enfin, c'est rare. On comprend maintenant, enfin, petit à petit, il en vient. Des femmes journalistes, par exemple. Si vous regardez les actualités à la télévision, il y a peu de femmes journalistes qui disent les nouvelles. Assez peu. Non, je ne crois pas qu'on est... Il y en a quelques-unes. Attendez, ce soir, nous sommes 4 et il n'y a que 2 femmes. Oui, mais votre émission s'appelle L'homme en question et c'est une femme. Alors, vous voyez... Mais je crois qu'elle pouvait obtenir toutes ces victoires et bien d'autres par le simple mécanisme des institutions républicaines.
et que si elles avaient étudié le dossier, qu'elles l'avaient porté devant l'opinion publique, comme certaines le font, eh bien, le scandale était inutile. Le scandale est utile quand on n'a pas le droit, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs... Victor Hugo l'avait déjà dit. Cela. Ah là, je ne voudrais pas. Il avait dit exactement... la révolution n'est admissible, je crois, que pour ceux qui n'ont pas leurs droits. Nous les avions. Louise Weiss, est-ce que les jeunes femmes contemporaines de Marie-Laure de Decker, par exemple, ou plus jeunes, vous connaissent ou vous reconnaissent, savent ce que vous faites? Elles sont merveilleuses, je les admire. Elles sont tellement différentes des amies de ma mère, par exemple, qui n'avaient aucune idée des questions sociales, qui ne savaient pas signer un chèque, qui étaient hors de la réalité. Elles étaient souvent artistes et cultivées. Non, mais jamais aucune ne vous arrête dans la rue pour vous dire « Vous êtes Louise Weiss, je vous connais, je sais ce que vous avez fait ». J'ai eu manqué 1 franc pour mettre dans un compteur. Oui, dans un compteur. Et alors une jeune femme s'est arrêtée en disant « Je vous reconnais, je vous dois bien ce franc ». Elle l'a mis pour moi dans la machine. C'était fort gentil, je l'ai beaucoup remercié. Et je trouve qu'il y a d'ailleurs toute une armée nouvelle de femmes conscientes de leurs obligations, instruites, sachant discuter, ayant les qualités masculines qui manquaient aux femmes de ma génération, et qui conquièrent lentement et sûrement, comme une espèce de majorité silencieuse, de jour en jour plus puissante, tous les droits qui leur sont peut-être encore refusés. Ce ne sont pas des droits, ce sont plutôt elles conquièrent les postes que les usages leur refuseraient encore. Dans votre autoportrait, on vous a vu donc planter ce cerisier, c'est quand même un geste très, très symbolique, et on vous a vu surtout avec cette jeune chanteuse, je sais, avec un jeune homme au piano, et j'ai été étonné de ne pas vous voir avec des gens de votre âge. Vous préférez être avec des jeunes? Il n'y en a plus. De votre âge, il n'y en a plus? Non, il n'y en a plus. Eh bien, ils sont tellement rares, tellement fatigués. Non, je ne les connais pas. Je n'en ai pas, je suis entourée de jeunesse. Ça vous ennuie quand on vous dit que vous êtes un phénomène? On m'appelle Loulou Féno. Ah ben vous voyez. Mon petit nom. Oui, ça m'ennuie un peu. Parce que, même beaucoup. Parce que je ne sens rien en moi de la femme phénoménale. Il me semble que je suis toute naturelle et... Non, mais pour 84 ans... Je ne crée pas un personnage. Je ne sais pas où est le phénomène. Je ne comprends pas ce qu'on me dit quand on me parle comme ça. Si à 84 ans, vous avez une activité, une ardeur, une gaieté qui ne sont pas données à tous les octogénaires. C'est ce qu'on me dit, mais comme je ne suis pas entourée de vie, je ne peux pas vérifier. Oui, ça c'est d'ailleurs, c'est cette gaieté, c'est cet amour de la vie et cet amour de l'avenir qui me paraît être la note dominante de Tempête sur l'Occident. C'est extraordinairement tonique. Enfin, vous, monsieur Chaunu, la vie ne vous passionne pas? Ah, moi, la vie me passionne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je serai en très légère, sur un point fondamental d'opposition avec mademoiselle Becker. Tout à l'heure, nous avons parlé du droit à l'avortement. Je pense, moi, si vous voulez, que c'est quand même une sacrée régression par rapport à la conquête d'Abraham. Parce que, vous savez, offrir les petits-enfants aux Baal et aux Astartés, c'est, à mon sens, voyez-vous, il arrive quelquefois que lorsqu'on veut aller trop loin, on va en arrière. Mais nous n'allons pas ouvrir un débat là-dessus. C'est pas vous qui attendez des enfants et qui avez ces soucis-là, certes. Ce n'est pas nous qui attendons des enfants, mais nous avons quand même, nous les hommes, si vous voulez, une petite responsabilité dans la chose. Aucun droit à en parler, en tout cas. Ah, je crois que nous avons un droit à en parler, de même, madame, que vous avez le droit de parler de viol. Et vous avez le droit d'être contre, bien que vous ne puissiez pas me violer, mais que moi je puisse le faire. Et je crois que vous y avez le droit. Mais enfin, ça c'était une simple parenthèse. Je voulais simplement quand même dire qu'il arrive quelquefois, si vous voulez, que lorsqu'on obtient un droit, on en détruit un autre. Louise Weiss, toujours dans cet autoportrait, qui est notre document de référence, vous évoquiez les petites cerises ou la petite fleur sur votre chapeau. Vous avez été, je crois, la première agrégée femme qu'il y ait eu en France. C'est-à-dire, pas tout à fait. J'ai été la plus jeune agrégée de mon temps. Mais comme je l'ai dit, j'ai dû... Une des plus jeunes de tous les temps. Oui. Et une des plus jeunes de tous les temps.
Parce que vous n'aviez pas 21 ans quand vous étiez agrégé. Oui. Alors, ce que je voudrais faire raconter à Louise Weiss, c'est que vous avez eu bien du mérite de faire des études. Non parce que votre famille était pauvre, c'était tout le contraire. Et ne pouvait pas vous payer des études. Mais vous avez fait des études malgré votre famille. Comment est-ce possible? Je ne sais pas répondre à cette question. Quand je suis sortie du lycée, pour me punir, on m'a envoyé à l'école ménagère, en Allemagne, où j'ai eu d'ailleurs l'étonnement et on disait l'honneur à cette époque d'être présenté à Guillaume II, un personnage que vous avez oublié dans votre nomenclature des personnages que j'ai connus. J'ai dû en oublier d'autres. Car la tante de Guillaume II était la patronne de cette école ménagère. Et moi, je me suis servi d'école ménagère avec un cynisme affreux et que j'avoue. D'abord, j'ai appris l'allemand et je me suis déchargée de toute obligation de couture, ou de nettoyage de fourneaux, de cirage de chaussures, en me faisant l'écrivain de l'école. Mes camarades n'étaient pas des épistolières très averties, et elles avaient des chagrins d'amour. Alors elles me demandaient d'écrire les lettres voulues à l'aimer qui était en train de les abandonner ou de ne pas écouter leurs pleurs. Alors je les tarifais, mes lettres. Une lettre, tant. Un adjectif, tant. C'est-à-dire, pas de gâteau pour moi aujourd'hui, pas de cirage de chaussures. Si bien que j'ai très bien appris l'allemand à cette école ménagère. J'ai fait quelques littératures amoureuses. Et finalement, comme j'étais la première de l'école, c'est moi qui ai présenté au Kaiser Guillaume II les gaufres avec le ruban bleu qu'on devait lui offrir pour son anniversaire lorsqu'il est venu voir sa tante vénérée, Louise de Prusse. Bien, mais ensuite, dites-moi comment vous avez fait ces études. Je suis partie de l'école ménagère. Ces études de lettres, je sais que, en général, une jeune femme, une jeune fille qui travaille mal n'ose pas affronter son père. Vous, c'était le contraire. C'est parce que vous reveniez avec le prix d'excellence sous le bras. Oui, lorsque on n'osait pas lui dire que j'étais agrégée. Et il y a eu un mot célèbre dans la famille. Or, maintenant que la guerre est déclarée, on peut le lui dire, un malheur fera passer l'autre. Enfin, c'était peut-être se tromper sur les valeurs. Est-ce que c'était un acte de rébellion déjà de votre part? Pas du tout. Je ne suis pas une rebelle née, ni faire une des études malgré? Non, j'étais habitée de la passion de la connaissance. Et j'avais, comme je ne pouvais pas me débrouiller moi-même toute seule de ces examens, c'est un de mes professeurs, que vous avez peut-être connu de réputation, Mademoiselle Dugard, qui était une théologienne dans le fond de son cœur, parce qu'elle s'était convertie du catholicisme au protestantisme, qu'elle avait écrit des livres remarquables sur Emerson, qui m'a prise en main et qui, par passion pédagogique, s'est occupée de moi. Mais elle voulait, elle, que je ne fasse que de la métaphysique, que de la théologie, que de la logique, que de la psychologie. Et elle n'envisageait pas du tout de me voir passer des concours, parce que pour elle, le concours, c'était matérialiser une culture qui devait rester entièrement consacrée à ses buts, c'est-à-dire à l'idéologie et à la morale. Alors cette formation théologique a pesé sur moi. Vous étiez issu d'une famille bourgeoise, grande bourgeoise même, on peut dire, et pourtant vous faites souvent allusion au républicanisme de votre jeunesse. Alors expliquez-moi cette contradiction. C'est le professeur d'histoire qui devrait s'exprimer sur ce sujet. De nos jours, il est rare qu'on dise. Eh bien, comme vous le savez, la Troisième République est née des républicains sous l'Empire et des Saint-Simoniens, de l'ère pré-industrielle. Alors une grande partie des miens étaient des Saint-Simoniens convaincus. J'ai toutes les œuvres de Saint-Simon et du Père Enfantin dans ma bibliothèque. Ils étaient d'ailleurs pour le libre-échange avec Cobden. Et c'était des républicains convaincus sous l'Empire. Dans une certaine mesure, ils étaient peu conformistes.
Et alors, le laïcisme était pour eux un credo. Et il y avait des salons laïques qui s'opposaient aux salons royalistes. L'un de ces salons laïques, où j'ai passé des heures enchantées de mon enfance, était celui de Madame Ménard-Dorion, qui, comme vous le savez, a servi de modèle au portrait de Madame Verdurin dans l'œuvre de Marcel Proust. Alors, il n'y avait pas du tout opposition entre ce républicanisme et les traditions d'une partie de ma famille, qui étaient refusables. Alors, Louise Weiss, nous sommes heureux d'avoir terminé cette année où, peu s'en faut, avec une dame de 84 ans qui attend les cerises au printemps prochain du cerisier. J'espère que vous viendrez les partager avec moi. Et je sais que vous avez souhaité terminer sur l'audition d'un jeune virtuose qui est de vos amis. Ah, j'aime la jeunesse. Et Alain Balajard. Je voudrais qu'elle ait toutes ses chances. Et qui va interpréter le final d'une des sonates de guerre de Prokofiev. Et c'est sciemment choisi, ce morceau, je crois, par vous. Oui, parce qu'à mon avis, ce morceau que vous connaissez tous, et qui est admirable, me semble traduire l'angoisse qui nous étreint à cause de cette tempête sur l'Occident que j'ai essayé de décrire dans mon dernier volume de mémoire et qui comporte un message pour tous.